Bonjour à tous. Troisième jour de visite ce mardi pour le chef de l'État qui se trouve depuis dimanche dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Lodibois. Après Gagnoa, la capitale du Go, le président Alassane Ouattara est attendu ce matin donc à Divo et à Lakota cet après-midi. Les alliances interethniques, quelle contribution dans le renforcement de la cohésion sociale et de la paix? La question est au cœur des débats initiés par l'ONG Sana Guaya, un colloque qui donc réunit enseignants-chercheurs et universitaires à l'École nationale supérieure depuis hier. La réunion va prendre fin aujourd'hui. Serge Coléa. Si les alliances interethniques et les parentés à plaisanterie étaient bien utilisées, l'Afrique connaîtrait moins de conflits. La paix et la cohésion sociale seraient ainsi préservées. C'est la conviction de l'ONG Sanagouya, expression tirée du mot bambara, Sanagou, qui signifie allié. Ces universitaires africains, auteurs de plusieurs travaux sur le sujet, sont venus partager leurs expériences à Abidjan à travers ce colloque international. Tous sont unanimes sur la nécessité d'inculquer ou de réinculquer les valeurs du Sanagouya ou encore du Toupé aux Africains. Je pense que nous avons besoin de tous ces mécanismes pour aller à la paix, pour restaurer le tissu social déchiré par les conflits et les guerres. Avec le défi qui se pose à nos sociétés modernes, c'est de voir comment cette pratique que nous avons héritée de nos ancêtres peut être réinjectée dans le modernisme, de façon à permettre aux générations montantes de faire siennes ces valeurs-là, afin de parvenir à un développement, j'allais dire, harmonieux. Autour du thème Sanagouya et processus électoral en Côte d'Ivoire, apport, leçons et méditation, les participants inscrivent leurs réflexions dans le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, à savoir la présidentielle 2015. Il s'agit ainsi de contribuer à des élections apaisées en amenant les populations à penser à ce qui les unit. Le rapport de la phase 2 de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire pays émergent en 2020 a été présenté ce lundi. C'était au cours d'un séminaire au Golf Hotel, ici même à Abidjan, le compte-rendu de Hamza Diaby. Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, un vœu cher au président Alassane Ouattara. Pour le réaliser, une étude afin d'élaborer un plan stratégique s'imposait et elle a été confiée à l'unité des examens multidimensionnels du Centre de développement de l'OCDE. Après avoir fait le diagnostic de l'économie ivoirienne lors d'une première phase où les forces et les faiblesses ont été identifiées, le gouvernement reçoit ce lundi le rapport de la phase 2 de l'étude. C'est le café et le cacao que nous faisons depuis des dizaines d'années. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant pour que la Côte d'Ivoire puisse arriver à l'émergence. Il faut trouver d'autres secteurs. C'est pour ça que le président essaie de pousser dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole et dans d'autres domaines. Mais surtout, ne pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin pour que nous ayons de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça veut dire qu'il faut que nous transformons une bonne partie de ces matières premières. D'autres points clés ont été également identifiés, notamment la compétitivité de l'économie ivoirienne et la compétence des cadres. Pour le chef de l'unité à la base du rapport, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Même si beaucoup reste à faire, le pays peut atteindre l'émergence en 2020. On a trouvé qu'il y a beaucoup des opportunités dans l'agroalimentaire, mais aussi dans l'industrie, le secteur chimique, dans beaucoup des autres secteurs, et qu'il faut, mais pour mobiliser tout ça, il faut la Côte d'Ivoire trouver une meilleure manière de travailler ensemble entre les acteurs du public et les acteurs du privé. On peut atteindre l'émergence en 2020 et ça va être une étape pour un jour arriver à la convergence. Après cette présentation de la phase 2 de l'étude, va suivre une troisième phase qui va présenter le tableau de bord des indicateurs pour l'émergence et un chronogramme des actions à mener. Insécurité maritime, les États du Golfe de Guinée apportent la riposte. L'Institut de sécurité maritime interrégionale, c'est cette riposte-là qui est apportée pour donc lutter contre ce fléau. On en parle avec Guillaume Zéré et Serge Coléa. Les chiffres sur la criminalité dans le Golfe de Guinée sont alarmants. Pour l'année 2014 seulement,
104 incidents d'insécurité maritime, dont 41 cas de piraterie avec prise d'otages, ont été enregistrés. Un manque à gagner d'environ 1000 milliards de francs CFA pour les États qui partagent cet espace d'échange. En décidant de former 34 fonctionnaires impliqués dans l'action de l'État en mer dans le cadre du lancement des activités de l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégionale, les États du Golfe de Guinée entendent combattre durablement le phénomène de la criminalité en haute mer. L'essentiel de nos activités au niveau des zones d'échange à l'extérieur passe par la façade maritime. Donc il faut effectivement créer les conditions d'une sécurisation pour inspirer toujours confiance. De l'action de l'État en mer, il était important de renforcer les capacités et pour cela, un institut de sécurité maritime interrégionale est bienvenu. Dans leur volonté de sécurisation de leur façade maritime avec l'ISMI, les États du Golfe de Guinée ne sont pas seuls. Le Japon, la France et l'Union européenne, entre autres, se disent disposés à apporter l'appui nécessaire pour la mise en œuvre de ce plan. L'Union fait la force contre la piraterie. L'Union fait la force lorsqu'il y a un problème à gérer rapidement. Il y a 2 experts techniques internationaux, un commissaire de la marine qui est spécialisé dans les formations, un capitaine de vaisseau, et également un commissaire de la marine pour la partie formation technique, gestion, qui sont donc déjà arrivés. Un engagement international dont les responsables de cet institut mesurent la portée. Les responsabilités sont énormes par rapport aux enjeux qu'il y a. Au-delà du transport maritime, c'est le commerce maritime qui est menacé. Au-delà du commerce maritime, c'est la vie de nos États qui est menacée. Cette session inaugurale de formation, ouverte ce lundi 28 septembre, va durer 5 jours. À terme, les participants venus de 17 pays devraient pouvoir être des instruments du développement durable. 5000 cybercentres communautaires bientôt ouverts sur l'ensemble du territoire national. Le premier est déjà opérationnel dans la ville de Ferkessédougou. Je vous propose de revenir sur la cérémonie d'ouverture par le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Koné. Cérémonie ouverte donc pour vous par Soro Okorona et Léon Bro. D'ici, les populations de Ferkessédougou pourront par exemple connaître le prix de leurs produits agricoles sur les marchés nationaux et internationaux via Internet et les technologies de l'information et de la communication. C'est un cybercentre communautaire qui permet d'échanger avec le reste de la Côte d'Ivoire et même le monde entier en temps réel. Comme en Ferkessédougou, 5000 cybercentres communautaires vont inonder le territoire national. Est chargé de la mise en œuvre de ce projet l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Pour son directeur général, il s'agit de promouvoir auprès des populations les technologies de l'information et de la communication et de l'appuyer. Le ministre Bruno Koné explique que les cybercentres communautaires vont constituer pour les localités qui les abritent des pôles de développement. Le projet de cybercentre communautaire, c'est notre façon à nous d'amener les TIC à toutes les populations, y compris aux populations dont les bourses sont les plus petites. Nous faisons en sorte par ce projet que partout en Côte d'Ivoire, les populations puissent avoir accès à ces technologies de l'information et de la communication dans des conditions qui leur sont facilitées. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a aussi mis en garde contre toute destruction ou utilisation à des fins personnelles des cybercentres communautaires et leurs équipements, des outils dont la ville de Ferkessédougou peut se réjouir d'être la première bénéficiaire. Ils seront bientôt parmi nous, dans quelques heures seulement. Il s'agit des pèlerins ivoiriens du Hadj 2015. Le premier vol est annoncé pour ce mardi. L'arrivée est prévue pour 19h20 selon le directeur général des cultes, Hugues Hervé Blé. À 19h20 ce mardi seront accueillis les premiers pèlerins de retour d'Arabie Saoudite. Pour l'accueil des pèlerins ivoiriens de l'édition 2015 du Hadj, l'État a pris des dispositions particulières, des mesures pour mieux gérer le traumatisme qu'ils ont connu du fait de la bousculade meurtrière survenue le jeudi 24 septembre à Mina en Arabie Saoudite et qui a occasionné de nombreux morts, blessés et disparus. Médecins, traumatologues, psychologues et autres seront donc mobilisés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À présent, le Hadj touche à sa fin
et nous allons donc vivre la phase de retour des pèlerins. Le premier vol est attendu pour ce mardi, c'est-à-dire demain, 23 septembre 2015 à 19h20. Des dispositions spéciales ont donc été prises pour garantir un accueil adapté à l'état de nos différents pèlerins, surtout des personnes blessées ou traumatisées par l'événement. Des dispositions ont donc été prises par Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida pour accueillir les blessés dont l'état nécessite une observation ou une hospitalisation au sein du service de chirurgie du CHU de Treichville. Elle a également, d'une part, instruit la pharmacie de la santé publique pour le ravitaillement des équipes médicales en médicaments. La grande mosquée de la Riviera servira de centre d'accueil pour tous les autres pèlerins. Aussi, un centre d'écoute y est mis en place pour la prise en charge psychologique des pèlerins et de leurs parents. Tous les numéros communiqués à la population restent ouverts pour plus ample information. Après le vol de ce mardi, les prochains qui vont ramener en Côte d'Ivoire les pèlerins de retour du Hadj 2015 sont prévus du 29 septembre au 7 octobre. Dans l'actualité également, cet hommage rendu à Bernard Belin Dadié. Bernard Belin Dadié, 100 ans de vie littéraire et politique, quel héritage? Un colloque se tient en ce moment à Yamoussoukro autour de la question. Djeneba Ouattara, Kader Sogodogo. Bernard Belin Dadié, Grand Prix littéraire en 1965 et 1968 au centre d'un colloque international. Du 22 au 25 septembre, Clembier, Le Pagne Noir, Mémoire d'une rue, La ville où nul ne meurt, bref, toutes les productions littéraires de cet écrivain contemporain vont meubler les réflexions entre chercheurs. Il s'agit d'évaluer l'impact des œuvres de Bernard Dadié sur la vie des Africains. Au final, devra s'ouvrir un centre de documentation qui porte son nom. Il y a des politiciens, il y a des sociologues, des historiens qu'on a appelés de 11 pays qui vont exposer, chacun dans le domaine qui lui sied le mieux. Et tous viennent pour une même cause, vraiment rendre hommage à ce monsieur. Aux côtés de la famille du pionnier de la littérature moderne ivoirienne, pour rehausser l'ouverture de ce colloque international, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a dit la reconnaissance de la nation à Bernard Dadié pour son engagement en faveur de la promotion de la dignité africaine. Bernard Dadié, faut-il le rappeler, est une plume internationalement reconnue, dont les écrits ne se limite pas qu'aux belles lettres. Journaliste, dans un contexte de lutte politique identitaire et d'affirmation de soi, militant politique, il écoute sa conscience et les charges politiques de son héritage. Un tel homme ne peut que mettre sa plume au service de ses idées et des combats politiques de son temps. Né en 1916, Bernard Belin Dadié, le bientôt centenaire, a publié sa première œuvre en 1933. Et on évoque avant de terminer la tenue de la 70e Assemblée générale de l'ONU à New York, aux États-Unis. Près de 170 chefs d'État y participent, ce depuis hier. L'événement va durer une semaine. Au nombre des sujets au cœur des débats, la crise syrienne, mais également les violences en Centrafrique. La Centrafrique où justement la tension ne baisse pas malgré le couvre-feu. Des tirs et pillages ont été donc entendus au cours de cette nuit. La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, qui participait donc à l'Assemblée générale de l'ONU, a dû précipiter son retour au pays. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, n'oubliez pas, 10h. RTI 1, la chaîne qui rassemble.